Bonsoir à toutes et tous. Alors la sécurité, oui la sécurité, hein, c'est le thème de ce soir. Alors pour envisager ce thème qui paraît piégé, et pour cause, et d'en faire un sujet de campagne dès le début, ça paraît une gageure, il aura fallu reprendre à zéro, faire table rase, rompre avec un emballement systématiquement entretenu par des marchands de peur. Ce sera l'essentiel d'ailleurs de mon intervention. Là, on avait un clou, je vais continuer de taper dessus avec mon marteau et ma faucille. Alors, c'est un très, très vieux thème, la sécurité. Le besoin de sécurité prospère d'autant plus qu'est stimulé un sentiment d'insécurité. On ne versera pas dans le déni, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, nombreuses sont les personnes qui ne se sentent pas en sécurité et qui nous le disent. Oui, le thème est présent dans les médias, très très présent. Il monte dans les sondages d'opinion, qui participent aussi de la construction du thème de la sécurité, et a fortiori, évidemment, à l'approche des élections municipales, bientôt présidentielles, etc. Peut-être que vous avez déjà été sondé, et on vous a demandé, est-ce que c'est le thème le plus important? Oui, voilà, et là vous avez une espèce de boucle qui continue à se construire. La réponse à ces questions de sécurité, depuis maintenant quelques années. Alors, depuis que le ministre Nicolas Karcher-Sarkozy l'a surimposé dans l'espace public, eh bien c'est l'escalade sécuritaire. Dans les mots, dans les moyens, dans les budgets. Alors la droite dure, c'est un pléonasme, l'a emporté dans les esprits à coups de propagande. La gauche, une certaine gauche, elle, hélas, a cédé de peur de verser dans l'angélisme, l'irréalisme, le laxisme, le déni, enfin autant de catégories d'usages biaisés qui sont généralement accolés à la gauche. La philosophie la plus évidente de notre camp politique, que tu as reprise finalement, toi aussi Amine, celle qui vise à miser sur la prévention, la médiation, l'accompagnement des populations les plus exposées, l'action sur l'éducation, etc., a été sacrifiée sur l'autel de la réelle politique sécuritaire et la crainte de se faire déborder par la droite. Donc autant la copier. Ça a été longtemps une espèce de stratégie à gauche au accent circonflexe. Les sociologues spécialisés dans l'analyse des problèmes liés à la sécurité, au maintien de l'ordre et de la police, l'ont documenté, cette longue évolution, ce qui constituait donc le cœur du programme à gauche, l'ADN, à savoir le raisonnement par les causes, l'action à la racine des problèmes, notamment liés à l'insécurité. Tout ça, ça a été balancé à la poubelle. Et c'est vraiment un énorme gâchis. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on fait ce meeting, pour réinventer une vraie politique de sécurité de gauche. Les gens de droite, pendant ce temps-là, de conserve avec les journalistes, qui surfent sur ces vagues, ont fait exister une improbable excuse sociologique, une culture de l'excuse. Rappelez-vous un certain Manuel Valls. Je ne le citerai plus, c'était juste pour la référence. Donc, oui, sifflons-le. Il est reparti, il a été ministre pas très longtemps, on ne l'a pas vu très longtemps, heureusement. Donc cette culture de l'excuse a été invoquée pour neutraliser précisément cette pensée radicale, rationnelle, conséquente. Chercher à expliquer les causes de tout ce qui déstabilise la société, qui casse le lien social et agir en conséquence serait devenu coupable. Au contraire, dans cette perspective, il est pris acte que l'insécurité est une donnée évidente, qui va de soi, et on n'agit plus sur les causes, mais sur les symptômes, les résultats. Par une escalade de moyens sécuritaires, je vais y revenir, une surenchère dans les ressources humaines des politiques sécuritaires et les technologies de contrôle et de surveillance. Mais à ce jeu-là, c'est la fuite en avant. Il n'y aura jamais assez de moyens pour lutter contre les fléaux engendrés par les maux et dysfonctionnements du lien social dans notre société. Il faudra toujours plus de policiers à ce rythme, il faudra toujours plus de caméras de surveillance, toujours plus d'encadrement pour construire le sentiment collectif de sécurité. Toujours plus de chiffres aussi pour accompagner ce mouvement. Tout cela, il faut bien le dire, ça coûte très cher. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est des chiffres, 6 millions. Ça coûte très cher. Les budgets alloués à ces moyens sont croissants. La lutte contre l'insécurité, elle ne connaît pas la crise. Ça, c'est un autre point qui est quand même hyper important. Ce sont autant de budgets qui ne sont pas consacrés à agir sur les mêmes causes que l'action publique armée par la police attaque en bout de chaîne. Cela peut continuer très longtemps à ce rythme, à l'avantage de tous les secteurs marchands qui en vivent, les marchands de caméras, les services de maintenance de caméras, d'équipements high-tech
des centres de supervision urbaine, comme celui du commissariat de Montaigu, que moi j'avais visité. Hein, alors, plein d'écrans de contrôle partout, ça coûte très cher, avec des agents qui observent derrière. Ces marchands de sécurité et les propagandistes des médias qui les encouragent, eh bien, pour le dire de façon très directe, s'en mettent plein les poches. C'est rigoureusement un marché, moi, que j'ai découvert aussi. Hein, quand vous allez au salon de l'Association des maires de France, vous avez des stands entiers qui sont consacrés à ces politiques sécuritaires et répressives. Le marché des technologies de surveillance a patiemment construit donc une offre qui a été ajustée à un besoin, entre guillemets. Ce besoin, donc, il est désormais bien ancré, encastré, à tel point d'ailleurs que les habitants, souvent, s'organisent par voie de pétition pour réclamer l'installation de caméras. Cela pose crûment la question de la maintenance de ces infrastructures, dès lors que l'on gouverne selon des principes et des stratégies contraires. L'option qui est portée par les défenseurs des libertés publiques, dont nous sommes, hein, qui luttent contre le caractère invasif de la technosurveillance, par drone, par la surveillance algorithmique, boostée par la reconnaissance faciale, qui a été banalisée à l'occasion des JO, cette option, donc, elle est en passe de devenir singulièrement minoritaire, hein, de lutter contre ce tout sécuritaire, particulièrement à contre-courant. On est encore là, mais il faut se battre. Pire, peu à peu, l'habitude est prise de désirer la surveillance. C'est constatable dans nombre de discussions que nous pouvons avoir avec les habitantes et les habitants quand nous faisons campagne, qui ne se sentent pas à l'abri, sûrs, tranquilles, et redoutent les disruptions de l'insécurité ordinaire, quelle qu'elle soit. Ça se manifeste aussi, pas encore à Melun, pas encore heureusement, mais ça pourrait arriver, par ces dispositifs de vigilance collective, ces voisins vigilants, collectivisant la délation et l'entretien d'une suspicion généralisée. Vous voyez, ces petits panneaux quand vous arrivez dans les villages, ça met l'ambiance. Comment bâtir une société juste et vivable dans de telles conditions, lorsque l'autre est forcément un danger en puissance, quand l'inconnu qui passe dans le quartier est de fait une menace potentielle, lorsque même le voisin de palier, qui ne dit plus bonjour ou rase les murs, est potentiellement louche. Clairement, là, il y a un travail à faire. Pour nous, ce désir de surveillance emprunte une voie intrinsèquement liberticide. Et clairement, il faut rompre avec cette vision qui est particulièrement délétère et qui ne peut pas tenir lieu de politique publique de la sécurité. À court et moyen terme, il est impossible en effet de construire une société de confiance et de solidarité quand les humains sont construits comme des loups pour les humains. Tout récemment, la pente sécuritaire s'est renforcée par l'actualité anxiogène autour du narcotrafic. Tu en parleras sans doute, peut-être, ou pas. Enfin, sur une perche, au hasard. Dans de nombreuses villes, notamment populaires, c'est devenu le sujet qui revient, qui agite, qui crispe, qui inquiète. Si vous lisez la presse locale, c'est impressionnant. C'est le cas de Melun, on le sait, où des faits divers et de délinquance aggravée ont inquiété les habitants et les habitants. À raison. En aucun cas, nous ne contesterons que ça ne constitue pas en soi un problème. Sous l'angle de la demande, c'est généralement pas pris sous ces termes-là, et là, dans le débat public, l'augmentation et la banalisation de la consommation de stupéfiants ne sont pas forcément une bonne nouvelle. C'est un problème de santé publique majeur. Pour autant, là encore, il faut penser et agir de façon globale, systémique, à la racine, en attaquant précisément ce mal à la racine, en misant à fond sur la prévention, notamment, et en mettant l'accent sur d'autres politiques publiques en rupture avec le tout répressif sur ces questions. Le tout sécuritaire qui ne fait que déplacer le problème et qui ne résout rien. Clairement, on n'a pas fini de jouer au jeu du chat et de la souris, ce que chacun a pu observer après chaque opération dite place nette. Antoine, qui est calé sur ces questions, co-auteur d'un important rapport visant à évaluer l'efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants, que j'encourage à lire, pourra peut-être approfondir cette question, qui est vraiment fondamentale. Et là, on attaque un des problèmes qui sera discuté pendant cette campagne. Alors, que faire ? Que faire ? Que faire lorsque nous serons au pouvoir municipal à Melun ? Parce que, évidemment, nous allons gagner. Et dans tant d'autres communes où ces questions sont posées. Eh bien, là je vais le dire, nous ne désarmerons pas. Pas n'importe comment. Oui, malgré les vents contraires, contre les poncifs sécuritaires, n'en déplaise aux agitateurs de la droite extrême dure, extrême droite, bon bref, on ne sait plus comment l'appeler,
qui nous a reproché cette position, y compris d'ailleurs le maire Kadir Mebarak, je me rappelle très bien, du 13 juillet, où il a dit « Certains veulent désarmer la police. Ils sont dangereux. » Eh bien oui, nous désarmerons la police municipale, en même temps que, à l'Assemblée, et bientôt dans le gouvernement de la France après la victoire de 2027, save the date, nous nous battrons pour une police nationale républicaine, réformée de la cave au grenier, au service, et c'est bien ça l'enjeu, des citoyennes et des citoyens. Nous nous battrons pour mettre en place une police de proximité. Tu en as donné les contours et la chimie. Nous nous battrons pour remettre en place cette police de proximité, à proximité par le dialogue, la qualité de l'interaction avec les citoyennes et les citoyens, plutôt que maintenue à la distance par l'arme qui construit la crainte. Revolver et pistolet, pistolet à impulsion électrique, lanceur de balles de défense, matraque, tonfa, bombes lacrymogènes, projecteurs hypodermiques. L'arsenal est désormais large, trop large, de technologies disponibles et utilisables par les polices municipales. Que gagne-t-on dans cette politique Robocop, viriliste et rétrofuturiste? Pour les équipes municipales, au pouvoir et notamment de droite, on le sait, c'est l'illusion de la puissance et de l'action. La satisfaction narcissique de jouer au premier flic de sa ville, de verser dans la politique du spectacle sécuritaire qui rassure artificiellement des gens qui ont besoin de l'être, mais sur des bases complètement irrationnelles. C'est tellement simple de jouer les gros bras avec des flics autour de soi. C'est tellement plus facile de surenchérir dans cette perspective, beaucoup plus compliqué de travailler patiemment à retisser du lien social par le travail associatif, la culture, le sport, le divertissement, bref, tout ce qui fait société. Je le redirai, la police de proximité, redéployée à des fins de médiation, de contact avec les habitants, toute génération confondue, qui prévient et qui entretient la paix civile, la police donc au service de la cité, de la police, P-O-L-I-S, le voilà, le changement de paradigme que nous portons. Et il faudra le défendre à tous les niveaux, y compris à l'échelle nationale, je l'ai dit. Il faudra en effet revenir sur l'extension des prérogatives judiciaires, toujours plus grandes, qui se manifestent encore par l'intermédiaire d'un nouveau projet de loi en cours d'examen au Sénat et qui nous sera bientôt soumis à l'Assemblée. Là encore, on étend les compétences des polices municipales. La confusion des genres, celle d'une police municipale nationalisée, ultra-armée, comme à Nice, avec M. Estrosi, qui est débordé par sa droite ciotiste, et donc une police avec une efficacité toute relative là-bas, eh bien c'est une tendance qu'il faut assumer de dire qu'elle est délétère. Ce sont des évolutions que nous visons. Hors de question de transformer Melun en ville fliquée, en ville assiégée, Melun, revival, Fidamuris, hors de question. Je termine. On ne le redira jamais assez. Un autre Melun est possible. Une ville qui investit dans ses services publics, qui donne les moyens à tous les habitants, toutes les habitants de faire société ensemble et non pas les uns contre les autres. Une ville qui accueille, hospitalière, solidaire. Une ville qui construit une forme d'attachement sécure par la culture partagée, l'engagement pour le bien commun. Une ville qui redonne du sens au collectif, une ville vivable. On mesure à quel point il va falloir travailler pour la changer, cette ville. Mais, et c'est quand même la bonne nouvelle, on ne manque ni d'énergie, ni d'inventivité, ni d'enthousiasme dans l'effort, car Melun mérite mieux que la gestion droitière, droitarde des exécutifs qui se refilent l'exécutif municipal depuis 47, presque 70 ans quand même, pas possible. 2026, on reboot le système, on repart du bon pied, et enfin, on change la ville avec Rémi Béagle, avec et pour l'Union populaire.